Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de pouvoir présenter cette première session thématique avec une question les plus importante, je crois. Quand doit-on commencer à mobiliser ce patient critique, ce patient avec cette maladie grave? Eh bien, la réponse est simple chez le patient en défaillance respiratoire le plus vite possible. Et je vais commencer ma présentation avec un petit vidéo. Et sur ce vidéo, vous pouvez voir mes collègues se balader avec un patient. Et ceci, je crois que c'était imaginable il y a quelques années. C'est un patient qui souffre de son syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui a été pendant des semaines aux soins intensifs. Et c'est la première fois qu'il sort de sa chambre. Le patient a souffert de la neuromyopathie en réanimation, ICU Acquired Weakness, et maintenant il peut déjà marcher, mais il a encore besoin de la ventilatoire en aide inspiratoire. Et comme vous voyez, c'est un peu compliqué là, mais normalement on peut monter le ventilateur sur le dispositif de marche, comme les médicaments et comme le moniteur pour voir les fonctions vitales, et comme l'oxygène qui est aussi monté sur le dispositif. C'est pour vous montrer que même si vous voulez se balader les patients qui sont très critiques encore, que vous pouvez augmenter l'aide inspiratoire pour faire ce mouvement. Comme vous voyez, mes collègues sont plus petits que le patient. Voilà. Eh bien, je vais vous montrer un graphique assez intéressant, que c'est tous des études des patients en réa qui a eu le syndrome de détresse respiratoire aiguë et la relation avec la mortalité. Et c'est simple, avec le temps, la mortalité baisse. La mortalité baisse, et c'est avec le progrès de la science que le patient reste plus longtemps en vie, mais naturellement, ça a beaucoup des conséquences négatives à cause de l'inactivité et à cause du repos prolongé. Et ça peut se manifester sur 3 domaines très importants. Et le premier, c'est le domaine du sévrage ventilatoire, l'échec du sévrage. Le deuxième, c'est un grand domaine sur le fonction émotionnel, et l'impact, le troisième, celui que je vais présenter sur le déconditionnement de ce patient. Eh bien, quels sont les mécanismes pathophysiologiques derrière cette maladie grave? Eh bien, il y a des espèces d'oxygène réactifs qui augmentent, et avec le repos prolongé et avec l'augmentation des cytokines inflammatoires, ça donne des abnormalités neuromusculaires, et avec la malnutrition, ça donne la faiblesse musculaire ou le ICU Acquired Weakness, c'est la neuromyopathie de réanimation. Et avec ceci, naturellement, le patient reste plus longtemps aux ventilation mécanique, reste plus longtemps en RIA, en hôpital, et aussi il y a une réduction de leur fonctionnalité et une réduction de leur qualité de vie. Et comment ça se traduit à la niveau du muscle? Il y a un travail intéressant de Gutter il y a quelques années qui a montré chez ce patient critique qui était ventilé avec ultrasonde, et il examinait l'épaisseur du muscle, et il voyait qu'il y avait une grande réduction d'à peu près 20% après 7 jours, et dans les 2 ou 3 premières semaines
du séjour aux soins intensifs. Et comment on peut quantifier cette faiblesse musculaire? On emploie pour cela le score de MRC. C'est un score où on quantifie 12 groupes de muscles et le maximum qu'on peut atterrir, c'est 60, 60 sur 60. Et Bernard de Jong nous a montré déjà quelques années qu'un score en dessous de 48, que c'est significant pour la faiblesse musculaire ou le NMR. Et cette étude-là, c'est une étude faite chez nous à Louvain, le docteur Hermans, et elle nous a montré la relation entre le NMR et la clinique. Et elle a comparé les deux. Donc, ceux qui l'ont obtenu, la NMR, c'est en vert, la ligne verte, et ceux qui ne l'ont pas obtenu, c'est la ligne bleue. Et bien, ceux qui l'ont obtenu avec leur force de moins de 48 sur 60 avaient besoin d'un plus longtemps pour le sévrage ventilatoire et restaient plus longtemps aux soins intensifs et même à l'hôpital. Et ce qui est très frappant, c'est que les patients qui étaient les plus faibles, avec un score en dessous de 36 sur 60, c'est très 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 faible, alors c'est la ligne en bordeaux, ils avaient plus de risques de mourir après un an. Donc, le NMR est directement lié à la mort, quelle que soit leur comorbidité d'avance. Et Erichno a déjà montré quelques années que aussi, quand tu restes pendant un moment aux soins intensifs, que ça résulte aussi après des années, même après 5 ans, les gens souffrent encore de cette réduction de fonctionnalité et de cognition. Mais beaucoup d'études déjà récemment ont prouvé et confirmé que la mobilisation précoce chez les patients ventilés, que c'est faisable et sans risque, et ça peut raccourcir ton temps aux soins intensifs et à l'hôpital. Et c'est pour ça que notre collègue australienne, Katie Stiller, nous a montré dans un review pas seulement ses avantages, mais aussi l'avantage même la plus importante que c'est l'avantage sur la fonctionnalité, la réduction. Et la prochaine étude montre, c'est une étude qu'on a fait chez nous à Gastelsberg à Louvain quelques années passées, et on employait une sorte de bicyclette pour faire le vélo dans le lit avec les patients. Et on a inclus les patients qui étaient pendant 5 jours aux soins intensifs et qui étaient, qu'on expectait, encore 7 jours. Donc le patient était au moins 12 jours en soins intensifs. Et à cause de cette mobilisation précoce, ça avait un bon impact sur la récupération fonctionnelle. Donc il y avait 2 groupes. Les 2 groupes recevaient la kiné respiratoire et les mobilisations, et un groupe avait en plus la bicyclette pendant 20 minutes. Et qu'est-ce qu'on voyait comme résultat? Les frappants, c'était les résultats. La différence était quand les patients sortaient à l'hôpital. Et on voyait la force de quadriceps était meilleure dans le groupe qui avait la bicyclette. Et le test de 6 minutes de marche était en faveur de la bicyclette ou les cyclistes, et aussi le score de qualité de vivre, c'est le score en forme plus court, le SF36, c'est sur la fonctionnalité, était aussi en faveur des cyclistes. Néanmoins, c'est souvent déjà étudié et recherché dans des centres spécialisés universitaires, mais on reste souvent avec des obstacles perçus qui font que le patient reste souvent dans le lit et que la mobilisation précoce
n'ait pas eu lieu. Comment ça se fait? En fait, cette étude-ci de Garçon Serrano montre peut-être c'est la différence entre les soigneurs envers le patient critique. Et ici, en bleu, c'est les infirmières et en rouge, c'est les kinés. Et les bleus, les infirmières, pour eux, souvent, par exemple, dans cette étude-ci, les obstacles, c'était par exemple la stabilité hémodynamique et la thérapie de remplacement des reins. Et pour les kinés, dans cette étude-ci, la fonction neurologique était plus un obstacle pour mobiliser précoce ces patients-là. Et la prochaine étude, comme Bourdin, nous montre, c'est déjà une étude qui a été publiée quelques années, quoi étaient alors les contre-indications pour que ces patients restent dans le lit. On ne faisait rien du tout avec ces patients-là. Je crois bien que la partie en orange, le patient qui était en choc, ça c'est normal qu'on ne fait pas quelque chose avec ces patients-là. Mais comme l'étude avec la bicyclette, on faisait déjà la bicyclette avec les patients passivement quand le patient était déjà en sédation. Donc là tu peux déjà commencer à mobiliser le patient et surtout aussi avec les patients avec la thérapie de rein, donc de remplacement de rein, c'est possible à déjà faire la bicyclette dans le lit ou de le mettre dans le fauteuil. Et pour conclure, en fait, une dernière joli travail de mes collègues de Saint-Luc qui ont montré que l'importance dans toute cette histoire, c'est le teamwork ou la collaboration en équipe, que ça fait que tu peux mobiliser précoce ces patients-là. Et c'était une étude observationnelle et ils ont évalué à peu près de 171 patients et 81% avaient reçu de la mobilisation précoce dans les 24 heures. Et je crois que c'est important parce que la collaboration en groupe fait que c'est faisable et sans risque. Et même les gens-là qui étaient en ventilation mécanique et avec le remplacement des reins aussi et avec des agents vasoactifs, était possible de mobiliser directement dans le fauteuil. Et c'est quand même aussi frappant que même si tu augmentes les vasopresseurs ou l'oxygène, c'est faisable et sans risque de les mobiliser. Il faut voir si le patient reste stable. Il faut d'abord avoir des solutions pour ces barrières et je crois qu'il faut être créatif. La collaboration d'équipe est très importante. Notre mentalité doit être aussi changée et aussi à cause des protocoles pour mobiliser. Nous aussi, dans notre maison, on a un protocole pour mobiliser ces patients plus précoces. Et nos étudiants aussi qui viennent faire le stage, on les éduque à être charmés diplomates avec les infirmières, avec toute l'équipe et avec le patient, comme vous voyez. Et pour finir, c'est une histoire parce qu'on fait tout le monde, toutes les équipes, les infirmières, les médecins, beaucoup de travail. Et ça, c'était un patient qui a été pendant 1 an aux soins intensifs, en réanimation. Et oui, même si c'est très dur, ça vaut le coup, même pour avoir une histoire de succès.
il a pu prendre un douche, ce patient-là, après un moment, et aussi il a pu suivre la présentation des étudiants de son cas. Donc, pour conclure, il était évidemment que la maladie grave est associée avec la morbidité de termes courts et longs, et qu'il y a beaucoup de formes, de modalités pour mobiliser ces patients pour avoir un bon effet sur la fonctionnalité. Deuxièmement, le rôle de kiné et la révalidation est très important pour prévenir et traiter ce déconditionnement. Et avec ça, la recherche est aussi très importante. Et finalement, ça doit être en collaboration de l'équipe. Hein. On doit travailler tous ensemble, mais le kiné doit être responsable pour implémenter les plans de mobilisation et les prescriptions d'exercice et faire des recommandations, et tout en collaboration avec l'équipe. Voilà. Merci.